décolonisation, le Vietnam. Épisode 12, les solutions Bao Dai. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Vous êtes nombreux déjà à nous écouter sur les 5 continents et je vous en remercie. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire qui va bien ou un 5 étoiles sur votre plateforme de podcast de prédilection. Allez, c'est parti. Où en étions-nous encore? Ah oui, l'été 1947. Les Français rangent leurs freins en attendant la fin de la mousson, certains que l'opération militaire prévue pour octobre suffira pour se débarrasser de Ho Chi Minh et de la RDVN. Effectivement, la RDVN est affaiblie et isolée. Sans soutien diplomatique ni militaire, sa survie est loin d'être assurée. Il y a donc une épée de Damoclès militaire au-dessus de la tête de Ho Chi Minh. Mais avant d'en venir à l'opération Léa, on va dans la première partie de cet épisode s'attarder sur l'épée de Damoclès politique qui est au-dessus de la tête de Ho Chi Minh. Et à la base de la menace politique qui pèse sur la RDVN, la République démocratique du Vietnam, pour ceux qui ne se rappellent pas, il y a bien sûr son isolement diplomatique. Le gouvernement de Ho Chi Minh n'a pas d'alliés. Et le danger pour Ho Chi Minh est de voir son soutien populaire national s'étioler et la population se tourner vers d'autres figures ou mouvements jugés plus aptes à mener à bien la lutte vers l'indépendance et à s'inscrire dans le concert des nations. Ho Chi Minh le sait, ses rivaux vietnamiens le savent, et les Français le savent aussi. Côté français, c'est Léon Pignon qui est aux commandes. Il est d'abord dans le cabinet de Dargelieu, puis il est avec Bollard. Et dans le même temps où Paul Mus se charge de faire de vraies fausses ouvertures au Viet Minh, les Français tentent aussi de prendre contact avec Bao Dai. Vous vous rappelez le jeune souverain que les Français avaient remis à sa place en 1931, à l'épisode 4? Vous vous rappelez le citoyen Vinh Thuy qui avait abdiqué en 1945 au profit du Viet Minh, à l'épisode 5? Oui, c'est lui. Bao Dai s'est alors éloigné de la RDVN et il s'est établi à Hong Kong depuis 1946. Et Bao Dai, c'est la solution pour Pignon et certains Français. Qu'est-ce que c'est la solution Bao Dai? C'est une stratégie machiavélique qu'on peut décrire ainsi. En obtenant la collaboration de Bao Dai, les Français espèrent unifier toutes les forces anticommunistes derrière le souverain, avec l'espoir que la majorité des Vietnamiens se rallieront à ce Ho Chi Minh nationaliste. L'idée est de réduire ainsi le Viet Minh en une faction minoritaire comme une autre dans le pays. Ainsi affaibli, le Viet Minh n'aura donc que 2 choix. Soit accepter les conditions françaises, soit s'entêter à poursuivre la guerre. Dans ce dernier cas, la guerre ne serait alors plus une guerre coloniale, mais une guerre civile entre communistes et anticommunistes, et où la France, phare de la liberté, serait à la pointe du combat contre le péril rouge. C'est d'une fourberie sans nom, mais c'est une stratégie sur mesure pour se mettre les États-Unis dans la poche. Et oui, c'est un dangereux bolchevique, ce Ho Chi Minh. Pas du tout nationaliste. Les nationalistes, voyez-vous, monsieur Oncle Sam, ils sont avec nous. Regardez,
le roi Bao Dai est avec nous. Que cela soit clair, en 1947, la France n'a aucune intention d'accorder l'indépendance au Vietnam, ni à Ho Chi Minh, ni à Bao Dai. Mais Bao Dai est susceptible d'avoir les faveurs des Américains. Et la France est prête à tout pour obtenir le soutien diplomatique et militaire des États-Unis. Philippe de Villers, historien, journaliste, auteur d'une histoire du Vietnam en 1952, dit que Paris avait utilisé la solution Bao Dai, c'est-à-dire un régime nationaliste vietnamien, pour neutraliser l'anticolonialisme américain. Question: pourquoi Bao Dai? D'abord, il y a la vieille croyance colonialiste remontant à Albert Sarraut et au gouverneur Pasquier que le peuple vietnamien est encore confucianiste, imbu de sagesse confucéenne. Léon Pignon a travaillé en Indochine avant-guerre et croit que la figure sacrée de Bao Dai ralliera les masses paysannes. Il faut donc l'instrumentaliser pour servir les intérêts français. En lisant l'histoire moderne du Vietnam de Christopher Goscha, paru en anglais, il semble même qu'on doive parler de deux solutions Bao Dai en 1947. En effet, avec le déclenchement des hostilités entre la France et la RDVN, mais aussi avec le début de la guerre froide, les survivants nationalistes du VNQDD et du Dai Viet, qui ont été poussés à l'exil par Giap, ressortent du bois et tentent de revenir dans le jeu. Leur leader, dont notre vieil ami Nhat Linh, crée un front uni nationaliste de toutes les forces anticommunistes et entre aussi en contact avec Bao Dai. Eux aussi comptent jouer la carte Bao Dai pour attirer l'aide américaine. Ben ouais, les États-Unis sont bien alliés à Chiang Kai-shek dans son combat contre les communistes chinois, non? Les États-Unis ont accordé l'indépendance aux Philippines en 1946, non? Et avec les Américains à leur côté, les nationalistes vietnamiens sont sûrs de pouvoir arracher l'indépendance aux Français et d'écraser le Viet Minh. Bon, on le sait aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. Au contraire, les Américains aideront même les Français à garder l'Indochine française. Mais en 1947, il est encore permis de rêver, et les calculs des nationalistes vietnamiens ne sont pas complètement farfelus. Alors, en mars 1947, le Front uni nationaliste rompt formellement avec la RDVN. Je dis formellement car, malgré la répression de 1946, les partis nationalistes sont jusqu'alors théoriquement membres de la Ligue du Viet Minh. Fini donc, en mars 1947, l'alliance avec les communistes. Le nouveau Front uni nationaliste fait formellement allégeance à Bao Dai et l'appelle à prendre le pouvoir. Que fait Bao Dai? Courtisé par les Français d'un côté, par les nationalistes de l'autre, eh bien, il ne se mouille pas encore. Le conseiller suprême de Ho Chi Minh reçoit à Hong Kong, écoute tout le monde, mais reste dans une posture en mode « je suis au-dessus des partis ». En juillet 1947, par exemple, il propose sa médiation entre la France et les partis vietnamiens, précisant qu'il n'est ni pour ni contre le Viet Minh, et que la paix reviendra si les Français se rendent enfin compte que l'esprit du peuple vietnamien n'est plus le même que 10 ans auparavant. Et on voit bien là que Bao Dai ne veut pas du costume que les Français veulent lui faire endosser. Il rappelle donc
qu'il veut la même chose que Ho Chi Minh, l'indépendance complète du Vietnam unifié, c'est-à-dire comprenant aussi la Cochinchine. Deux solutions Bao Dai donc, la française et la vietnamienne. Mais ces deux solutions vont progressivement converger. En fait, les nationalistes vietnamiens vont s'alarmer après la visite de Paul Mus à Ho Chi Minh. Et on les comprend. L'idée de participer à un gouvernement d'union, encore une fois, comme en 45-46, leur fait froid dans le dos. Se faire manœuvrer par les communistes pour se faire liquider à la première occasion, non merci. Et ils objectent fermement auprès de Bollard. Et ces protestations trouvent un écho favorable auprès des autorités françaises en Indochine comme à Paris. La position française se raffermit encore plus alors et on oublie les gestes d'ouverture au Viet Minh. Dans le même temps, les nationalistes lancent un mouvement d'ampleur en faveur de Bao Dai pour le pousser à descendre dans l'arène. Le 9 septembre 1947, 24 délégués et leaders nationalistes émigrés se réunissent et demandent encore officiellement à Bao Dai de prendre le pouvoir. Et devant tant d'insistance, Bao Dai commence à fléchir. Et l'événement charnière, c'est le discours du haut commissaire Bollard à Ha Dong le 10 septembre 1947. Dans ce discours très attendu, le haut commissaire affirme que la France négociera avec tous les représentants vietnamiens, sauf la République démocratique du Vietnam. Cependant, à aucun moment du discours, Bollard ne prononce le mot tant attendu par les nationalistes et Bao Dai, c'est-à-dire le mot indépendance. Quelles sont les réactions? Le Viet Minh dénonce immédiatement le discours. Ça se comprend. Les nationalistes, eux, sont profondément déçus que les Français n'aient pas parlé d'indépendance. Cependant, ils peuvent se réjouir d'avoir obtenu la mise hors jeu de Ho Chi Minh. C'est maintenant à Bao Dai de jouer. À lui maintenant de tenter d'obtenir des Français par la négociation cette indépendance qu'il refuse à Ho Chi Minh. Une semaine après le discours de Ha Dong, Bao Dai rompt donc avec la RDVN dans une adresse au peuple vietnamien. Il accepte d'être le négociateur entre le Vietnam et la France. Et il exprime sa volonté d'obtenir l'unité et l'indépendance du pays. Pour faire court, il rejette les propositions de Bollard, mais accepte la main tendue de la France et accepte de négocier avec la France. Et c'est là un des tournants majeurs de l'histoire du Vietnam au XXe siècle. Comme le dit Christopher Gauchat, encore lui, la décision des nationalistes de s'unir pour négocier avec la France en 1947 signifie qu'ils subordonnent la lutte pour l'indépendance à la lutte contre le rivaux communiste. À cause de la terreur rouge de 1946, les nationalistes concluent que la meilleure stratégie est d'utiliser la France pour se débarrasser de leurs ennemis Viet Minh. Mais c'est une stratégie très risquée. Premièrement, sans armée, sans gouvernement, sans assise territoriale ni populaire, comment négocier sur un pied d'égalité avec la France? Le risque est grand que les nationalistes se retrouvent tout simplement à la remorque de la France. Et de fait, dès 1947, les actions nationalistes sont limitées aux zones sous contrôle du corps expéditionnaire français. Et dès 1947, on retrouve des militants Dai Viet
dans les comités administratifs que la France a mis en place à Hue et à Hanoï après avoir évincé la RDVN. Deuxième risque inhérent à la stratégie nationaliste, c'est qu'elle repose sur deux hypothèses. 1. Les communistes n'ont aucune chance face au corps expéditionnaire français. Et 2. La France envisage sérieusement d'accorder l'indépendance au pays de l'Indochine. Spoiler alert, les nationalistes vont l'avoir dans le baba, car l'objectif de 1947 pour la France, c'est de garder l'Indochine française, pas de faire de Bao Dai le souverain d'un pays indépendant. En plus, les Français ne viendront pas à bout rapidement du Viet Minh avec l'opération Léa. Et c'est avec cette opération qu'on va terminer cet épisode. C'est au général Salon, alias le mandarin, que le général Valui confie l'opération Léa. Salon connaît bien l'Indochine pour y avoir servi avant la guerre, et il a participé aux négociations avec le Viet Minh en 1946. On le voit sur plusieurs images d'archives derrière Ho Chi Minh, en particulier lors de la rencontre Ho d'Argentlieu en baie d'Along le 24 mars 1946. À sa prise de fonction, l'oncle Ho lui a écrit une lettre en lui donnant je cite, « mes hommages respectueux à Madame Salon et bon baiser aux grands garçons et aux bébés ». Ça, c'est pour la petite histoire. Pour la grande, Salon dispose de 32 000 hommes, 3 bataillons parachutistes, des escadrons blindés et d'artillerie, en plus d'un soutien aérien et fluvial. L'objectif assigné est de frapper au cœur du dispositif Viet Minh en tuant ou en capturant Ho Chi Minh et son gouvernement. Deuxième objectif, couper les voies de transit du ravitaillement venant de Chine. D'entrée, donc, l'objectif est de frapper par surprise dans la capitale supposée du Viet Minh, Bac Can, avec l'intervention de troupes parachutistes. Puis, pour prendre en tenaille le gros des troupes Viet Minh, une colonne partant de la place forte de Long Son, c'est-à-dire le long de la frontière chinoise à l'est, une colonne partirait de Long Son, occuperait Cao Bang plus à l'ouest sur la route coloniale 4, avant de plonger vers Bac Can dans un mouvement nord-sud. Une deuxième colonne, amphibie, celle-là, et ça c'est la deuxième tenaille, monterait du sud vers le nord via la rivière Claire et la rivière Gam. L'opération Léa est déclenchée le 7 octobre 1947. Mais premier problème, l'effet de surprise du parachutage sur Bac Can ne joue pas à plein. Le parachutage initial est effectué trop lentement et il faut 3 rotations d'avions pour larguer 1000 soldats. Malgré cela, on sait maintenant que Ho Chi Minh et Giap passent entre les mailles du filet, mais de vraiment très peu. Le gros des troupes Viet Minh esquive aussi le choc. Mais le Viet Minh est forcé d'abandonner quantité d'armes, de munitions et de documents sur le terrain. Leur capitale, entre guillemets, Bac Can, est conquise et un ministre de la RDVN, Nguyen Van Tho, est tué dans sa fuite. Dès le lendemain, néanmoins, les problèmes commencent pour les Français. D'abord, les paras se retrouvent encerclés à Bac Can, Giap ayant lancé une contre-attaque. Ensuite, la tenaille nord, c'est-à-dire 10 bataillons, engagés dans une marche de 200 km sur la route coloniale 4 de Long Son à Cao Bang, avant de plonger au sud vers Bac Can, cette tenaille nord est retardée
par de nombreuses embuscades et sabotages. Et elle n'arrive autour de Bacan que le 13 octobre, c'est-à-dire une semaine après le déclenchement de l'opération. Et elle est immédiatement accrochée par les troupes Viet Minh. Et c'est seulement le 16 octobre que des tirailleurs marocains arrivent à réaliser une percée et à desserrer l'étau autour des parachutistes assiégés. Quant à la tenaille sud, 4 bataillons remontant le fleuve à bord de barges de débarquement et de navires d'assaut, cette tenaille n'arrivera jamais sur le théâtre des opérations, retardée qu'elle est aussi par des embuscades et des sabotages. Et c'est ballot, car les tenailles, c'est comme les talkie-walkie, il en faut une paire. Le 8 novembre, le commandement met fin à l'opération Léa. Une autre opération, Ceinture, est lancée en décembre sur le sud du Viet Bac, mais le Viet Minh esquive encore le coup. Le 22 décembre, le commandement français se replie sur le delta du fleuve Rouge, laissant seulement un chapelet de postes militaires isolés sur la route coloniale 4 pour contrôler la frontière chinoise. Quel bilan tiré? À l'actif, le quartier général de la RDVN est conquis. Et le commandement français annonce le chiffre de 9000 Viet Minh tués, ce qui est sûrement exagéré. Mais bon, le Viet Minh a abandonné beaucoup de matériel et de documents. Mais au passif de l'opération Léa pour les Français, force est de constater que l'objectif majeur, à savoir neutraliser l'appareil politico-militaire du Viet Minh, cet objectif n'est pas atteint. Ce serait donc plus juste de parler de match nul dans ce cas-ci. Mais vous savez bien que quand Clermont fait match nul à Paris, les Clermontois fêtent ça comme une victoire. En effet, le tigre Viet Minh n'est pas mort. Face à l'éléphant français, il a préféré l'esquive à l'affrontement. Et il reste tapi dans la jungle. Et sur ce terrain de la haute région du Vietnam, où les Français ne peuvent s'implanter ni durablement ni en profondeur, le Viet Minh peut se permettre de patienter. Soit dit en passant, les Français ne le savent pas encore, mais ils ont lancé une grenade découpillée dans leur arrière-cour en créant des postes militaires sur la frontière chinoise. Mais ça, on en reparlera lorsque la grenade explosera en 1950. Pour l'instant, côté français, il faut faire face à une réalité nouvelle, celle d'une guerre appelée à durer. La première conséquence, c'est qu'il y a urgence à avancer le volet politique. La solution Bao Dai devient donc plus que jamais d'actualité pour les Français, mais aussi pour les nationalistes vietnamiens, que la résistance farouche de la RDVN place en bien mauvaise posture. Désormais alliés objectifs des Français, les nationalistes pourront-ils leur arracher l'indépendance à la table des négociations alors que les Français la refusent au Viet Minh sur le champ de bataille? L'année 1948 s'annonce pleine d'incertitudes pour tous les acteurs et le contexte international va peser de plus en plus lourd dans les décisions des uns et des autres. Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler et d'ici là, portez-vous bien et salut hein. Jackie.